Chapitre 12. La nuit du 17 septembre ne porta pas chance à Higgins. Sergueï Sitachenko ne sortit pas de chez lui. L'ex-inspecteur-chef fit le pied de grue jusqu'à 4 heures du matin, puis, accablé par la fatigue et les effets récurrents de l'alcool, alla se coucher. La journée du 18, il se reposa et consulta ses notes qu'il confronta à celles prises des années plus tôt, transmises par un très vieil inspecteur du Yard qui avait eu accès à bien des secrets. L'affaire prenait mauvaise tournure. Au début, Higgins avait espéré la résoudre rapidement en identifiant un fou qui, pour faire parler de lui, se serait référé au spectre de Jack l'Éventreur. Mais tel n'était pas le cas. Déjà 2 cadavres et un assassin qui ne commettait pas le moindre faux pas, comme s'il attendait la date fatidique pour frapper à nouveau. Par instant, l'ex-inspecteur-chef était pris de vertige. Comment un individu pouvait-il être assez pervers pour marcher dans les pas d'un criminel sadique? C'était contre le mal que Higgins avait entrepris de lutter. Un être sorti des ténèbres avait choisi de répandre le malheur et l'horreur en frappant des femmes incapables de se défendre. Il allait jusqu'au bout de l'abjection, massacrant des vies, faisant surgir ce qu'il y avait de plus atroce dans la nature humaine. L'ex-inspecteur-chef avait cru que les sinistres exploits de Jack, l'éventreur, appartenaient au passé. Mais le temps se déchirait. L'hier n'était pas aboli, il ressurgissait avec des couleurs d'épouvante. Le 18 à 23 heures, Sergueï Sitachenko sortit de chez lui. Avec une rapidité qui aurait surpris le superintendant Marlowe, il s'engagea dans Whitechapel, comme s'il était pressé de se rendre à un rendez-vous. Higgins attendit quelques minutes. Le Russe ne revenait pas, l'endroit demeurait désert. Sans aucun bruit, l'ex-inspecteur-chef se dirigea vers la porte de la maisonnette et utilisa son trousseau de passe. Le 5e fut le bon. Higgins monta directement au 1er étage. Son intuition le guidait vers la chambre de l'exilé. S'il avait quelque chose à cacher, ce serait là et pas ailleurs. La faible lumière provenant de l'extérieur par les fenêtres dépourvues de volets suffit à l'homme du Yard pour grimper l'escalier intérieur et pénétrer dans la petite pièce où dormait Sergueï Sitachenko. Comme les chats, l'ex-inspecteur-chef voyait dans l'obscurité. Il regarda sous le lit, dans l'armoire, examina le cabinet de toilette. Ne découvrant rien d'insolite, il descendit au rez-de-chaussée et le fouilla méticuleusement. Ses seules trouvailles furent de très vieilles bouteilles de Porto. Higgins s'assit et réfléchit. Il refit mentalement les gestes qu'il avait accomplis. Mais oui, bien sûr, il avait oublié un endroit essentiel. Il regagna donc le 1er étage et, montant sur une chaise, passa la main sur le sommet de la haute armoire qui touchait presque le plafond. En son centre, il y avait un creux. Dans ce creux, une enveloppe. À l'intérieur, des photographies d'une seule et même personne, Lisbeth, la première victime du nouveau Jack l'Éventreur. Mais c'est une preuve, Higgins, une preuve formelle. Il faut arrêter cet homme. C'est lui l'assassin. Je déplore vos méthodes, mais je dois admettre qu'elles se sont révélées efficaces. Higgins ne partageait pas l'enthousiasme de son collègue. De simples photographies, superintendant, rien d'autre. Sergueï Sitachenko était sans doute très attaché à cette jeune femme. Cela ne prouve pas qu'il l'ait tuée de manière horrible. Pourquoi les aurait-il cachées de cette manière? Je l'ignore, nous sommes le 19, Higgins. Il faut avancer à tout prix. Cette piste-là me semble excellente. La précipitation serait mauvaise conseillère dans une affaire aussi obscure. Dites à votre patron que nous avons quelques soupçons, pas davantage. Il y a une enquête urgente à mener. Laquelle? Vérifier l'identité de Sergueï Sitachenko, celle de sa mère, retrouver leur résidence dans l'East, endez des témoins qui ont connu cette femme. Le visage du superintendant s'illumina. Vous croyez donc bien à cette piste? Je m'en occupe immédiatement. Scotland Yard travailla avec efficacité et rapidité. Le soir même, Higgins avait les renseignements demandés. L'ex-inspecteur-chef avait passé la journée dans les salles d'archéologie du British Museum, goûtant à une beauté que les siècles n'épuisaient pas et dont il avait besoin pour poursuivre ses recherches. Il y fut brutalement replongé. Le nom de Sitachenko était bien celui de la mère de l'amateur de Porto, qu'il avait conservé pour affirmer sa propre identité. Avec son fils, elle avait vécu dans Chilton Street, près de la station de Shoreditch, au nord du quartier de Whitechapel. Un couple de retraités se souvenait d'elle et de son fils. Higgins se rendit chez eux à 21h, conscient de les déranger peu avant qu'ils ne se couchent. La vieille dame, plus alerte que son mari, était tout émoustillée de recevoir un grand monsieur de Scotland Yard. Elle lui proposa un doigt de Porto que Higgins refusa avec gentillesse. « J'ai connu cette étrangère », indiqua-t-elle. Une dame avec de grands airs. Faut dire qu'elle se prétendait princesse russe. Toutes les mêmes. « Je crois bien que c'était vrai », intervint son mari d'une voix chevrotante. « Tais-toi, tu n'es jamais au courant de rien. » Elle avait de grands airs. Quel était son métier? Quand elle est arrivée, elle ne savait rien faire de ses 10 doigts. Une princesse russe? Pouf! Avec son gamin, elle a bien dû s'y mettre, comme tout le monde. «
Moi, dit le mari, je la trouvais gentille. Tais-toi, tu n'as jamais su juger les gens. Bref, c'est moi qui lui ai déniché une occupation, inspecteur, vendeuse de fruits et de légumes sur un marché. Ce n'était pas si mal, non? Pendant 1 an, j'ai cru que j'avais rendu service à une femme honnête. Mais après, tu ne devrais pas parler de ça, recommanda le mari. Moi, je vais me coucher. Son épouse haussa les épaules. Il aimait bien le petit, expliqua-t-elle. Ça n'excuse pas la conduite de sa mère. Si vous saviez, inspecteur, Higgins soupira à l'unisson. C'est tellement laid, tellement sordide. J'ose à peine vous en parler. La cause de la vérité est parfois bien difficile à servir, chère madame. J'apprécie vos efforts à leur juste valeur. La retraitée rougit de bonheur. Eh bien voilà, cette soi-disant princesse était devenue une femme de mauvaise vie. Non. Si, chez elle, elle recevait des hommes. Des hommes qui... Enfin des hommes. Et certains soirs, elle sortait. Elle laissait le petit tout seul. Quand elles s'en sont rendues compte, les voisines se sont plaintes. D'abord, je ne les ai pas crues. Ensuite, j'ai bien été obligé d'intervenir. Elle m'a expliqué qu'elle était malade, qu'il lui fallait de l'argent, qu'elle n'avait pas le choix. Comment peut-on braver la morale à ce point-là? 2 mois plus tard, elle était morte. Angine de poitrine, a dit le docteur. Le petit s'est enfui. On n'en a plus jamais entendu parler. Quelle triste histoire, ne trouvez-vous pas? L'humanité est vraiment désolante. Sur qui peut-on encore compter de nos jours? Alors, Higgins, qu'avez-vous appris sur Madame Sitachenko? Des kyrielles de ragots, comme il fallait s'y attendre, le superintendant, qui se nourrissait de bière et de sandwichs au poulet depuis plusieurs jours, souffrait de lourdeur d'estomac. Depuis le début de l'enquête, il ne quittait plus son bureau et dormait sur un lit de camp. Jamais il ne se serait pardonné d'avoir négligé le moindre indice. Pas un seul élément d'un dossier ne lui échapperait. J'ai bien envie d'ordonner l'arrestation de ce Sitachenko. Patientez encore, il me reste quelques investigations à faire. Lesquelles? S'inquiéta Scott Marlowe. Le Russe est dentiste d'occasion. Cette activité pourrait laisser supposer de vagues connaissances anatomiques, mais un suspect répond beaucoup mieux à cette qualification. Martha Sidwell, la sage-femme. Je pensais au chirurgien, Sir William Jamieson, rectifia Higgins. Il y a des points troublants dans sa déposition. Demain, j'irai les vérifier. L'estomac du superintendant devint franchement douloureux. Est-ce bien nécessaire, Higgins? C'est un homme éminemment respectable, admiré de tous, réputé pour ses qualités professionnelles et qui se trouvait à Whitechapel, tout près des lieux où 2 crimes abominables ont été commis. La conscience de Scott Marlowe ne pouvait effacer la réalité. Entendu Higgins, mais du doigté, beaucoup de doigté. Le 20 septembre, journée radieuse et ensoleillée, marqua le retour d'une chaleur qui gêna Higgins. La température s'affola et dépassa les 12 degrés centigrades. Une sorte de brusque retour de l'été qui donna une allure piquante au beau quartier de Londres. Ceux-ci abritaient encore quelques hôtels particuliers regroupés dans des squares paisibles qui survivaient à 100, lieu d'une ville trop agitée et trop polluée. C'est dans l'une de ces riches et secrètes demeures que Higgins fut introduit par un maître d'hôtel en livrée. Apparut aussitôt une femme d'une grande beauté, vêtue d'un ensemble de velours noir au col de velours vert. Coiffée d'un chapeau rouge qui mettait en valeur la finesse des traits d'un visage qui marquait à peine la cinquantaine. L'épouse de Sir William Jamieson arborait sur le revers de sa veste une broche en diamant en forme de papillon. « Mon mari est malheureusement absent, inspecteur. »« Nous avions pourtant pris rendez-vous » déplora Higgins. « Une urgence à l'hôpital. C'est la vie d'un chirurgien. Désolé de ce contretemps. Pourriez-vous m'accorder un entretien ?»« Moi ? Mais je comptais sortir. » Higgins regarda droit dans les yeux cette femme élégante et racée. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas lui mentir plus longtemps. « Suivez-moi » ordonna-t-elle avec une certaine sécheresse. L'ex-inspecteur-chef entra dans un salon au charme suranné. Cheminée de marbre surmontée d'un tableau, représentant une jeune fille se promenant dans un champ de blé, courant le long du plafond, une guirlande de fleurs et de fruits. Au-dessous, des rosaces et des glands. Sur les murs, des draperies d'un vert profond. De petits tableaux champêtres étaient entourés de rubans. « Asseyez-vous, je vous prie. » Parmi les 5 canapés disposés dans la pièce, Higgins choisit un Chesterfield en cuir fauve. Rembourré de crin animal, il offrait un caractère rugueux excellent pour le dos. L'épouse du chirurgien préféra un chintz plus doux dans une tonalité vert jaune. Au-dessus d'eux, le parquet grinça. À l'étage, quelqu'un marchait. Gênée, Madame Jamieson se hâta d'intervenir. « Permettez-moi de trouver bien étrange votre requête, inspecteur. En quoi pourrais-je intéresser Scotland Yard ?» Higgins n'avait pas une tâche facile à accomplir. Il lui déplaisait de mettre une femme de cette qualité en présence de faits difficiles à supporter. Mais il devait identifier un assassin, fût-ce au prix de drames conjugaux. « Je ne sais pas où commencer, avoua Higgins. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais votre mari. Ces déclarations, néanmoins, vous impliquent ?» La femme du chirurgien, très tendue, sourit tristement.
Ne vous donnez pas tant de peine, inspecteur. Nous sommes un couple désuni. Voilà bien longtemps que nous ne nous aimons plus. Nous restons ensemble par intérêt et par respect mutuel. Je possède la fortune. William est un merveilleux chirurgien. Un divorce briserait sa carrière. Ce serait injuste. Nous avons des conventions et nous sauvons la face. N'est-ce pas l'essentiel? Vous n'avez pas d'enfant? Hélas non. Elle se leva et tourna quelques instants le dos à Higgins. Elle pleurait. Quand son émotion fut maîtrisée, elle vint se rasseoir sur le canapé en chintz. L'ex-inspecteur-chef sentit qu'une relation de totale confiance s'était spontanément établie entre eux et qu'elle avait envie de se confesser. Il garda le silence, attendant qu'elle exprimât la douleur qui l'oppressait. « J'ai beaucoup aimé mon mari », déclara-t-elle d'une voix cassée. « C'est un homme violent mais passionné et enthousiaste. Je n'avais pas compris qu'une seule femme ne lui suffirait pas. Quand j'ai eu les preuves qu'il me trompait avec des femmes de mauvaise vie, je lui ai adressé d'amers reproches. Il n'a pas accepté de s'amender. J'aurais voulu lui donner un enfant. Mais je suis devenu stérile à cause d'une maladie qu'il m'a transmise. Notre affection s'est effilochée au fil des mois avant de s'éteindre. Comment aurais-je pu aimer encore l'homme qui m'empêchait d'être mère et qui allait chercher ailleurs les joies qu'il ne trouvait plus dans sa demeure? Nous avons passé un pacte qu'il mène l'existence qu'il choisissait, mais loin de ce quartier où nous sommes connus. Saviez-vous qu'il se rendait fréquemment à Whitechapel? Je l'ignorais. Je ne veux plus rien savoir de lui. À Oxford, il avait un ami, Montague Fitward. Il est aujourd'hui avocat, un homme petit avec des lunettes et une moustache. L'avez-vous rencontré? Jamais. Mon mari n'a qu'un seul ami. Que, je crois complice de son existence dissolue, Lord Khyber Rennick. Curieux personnage en vérité. Distingué, racé, cultivé mais aussi dépravé que William. Je comprends mal les hommes, inspecteur. Pourquoi sont-ils ainsi attirés par le mal et par le vice? Peut-être une erreur de perspective de celui qui a construit ce monde? Suggéra Higgins. Vous avez sans doute appris que 2 crimes abominables avaient été commis à Whitechapel. Je ne lis pas les journaux, inspecteur. Je vis cloîtré ici depuis plusieurs années. Dès que possible, je pars à la campagne. Les événements extérieurs me laissent indifférente. En ce cas, je suis contraint de vous apprendre une pénible nouvelle. Votre mari figure sur la liste des suspects. Pensez-vous que la violence que vous évoquiez les conduit à de telles extrémités? Je dois préciser que les victimes étaient des prostituées et qu'elles ont été mutilées de manière horrible. William, un assassin sadique, cela me paraît impossible. Pourquoi aurait-il agi ainsi? Il aime soumettre une femme, presque la brutaliser, mais la tuer. Ce serait trop affreux, inspecteur. Non, je ne le crois pas capable d'actes aussi déments. Mon mari est chirurgien. Il sauve des vies, que l'épouse meurtrie et abandonnée de sœur. William Jamieson fut encore amoureuse de lui, transparaissait à travers son attitude. Higgins aurait souhaité ne pas la torturer davantage, mais il lui restait une question délicate à poser. Nos soupçons s'orientent vers votre mari à cause d'un objet qu'il portait sur lui, lors de sa seconde interpellation, dans Whitechapel, non loin de l'endroit du meurtre, une paire de bas de soie de grande qualité. Or, les 2 victimes ont été étranglées avant de subir d'autres sévices. Un pâle sourire anima le visage las de l'épouse du chirurgien. Cet indice n'est pas suffisant pour l'accuser. Il s'agit simplement d'une de ses manies de séducteur. Lorsque William s'apprête à honorer une dame, il la supplie d'enfiler des bas de soie. Pour lui, c'est l'apogée du charme et de la séduction. Higgins se leva. « Désolé de vous avoir importuné, madame. J'espère que votre mari est innocent et que vous n'aurez pas à souffrir d'actes odieux qu'il aurait pu commettre. Mais vous n'êtes encore certain de rien. » Le silence de l'ex-inspecteur-chef fut éloquent. Quand il traversa le hall de l'hôtel particulier, Higgins entendit un bruit de pas dans l'escalier de marbre qui menait à l'étage. Il ne tourna pas la tête. Non seulement Sir William Jamieson se comportait comme une brute, mais encore comme un lâche. Il avait préféré se cacher et laisser son épouse affronter Scotland Yard. Ce n'était que partie remise. Higgins réussirait à le débusquer.